Voilà, bonjour à tous. Nous sommes lundi 18 mai et nous sommes le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois des commémorations. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous salue tous de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la France, de la Réunion, d'Haïti, partout où vous nous voyez. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Maurice Ansem, le directeur du Parc national de la Guadeloupe, dans un instant. Un peu plus tard, Sabrina Kazako-Cazares, gérante de Major Clean, va nous expliquer comment on fait de la désinsectisation. Et puis après, Jean-Luc Divial, bien sûr, et Sabrina Edmond, psychologue. Merci d'être avec nous. Mais avant, quelques petites informations, puisque c'était ce matin la conférence de presse de lancement d'une entreprise guadeloupéenne qui va faire une solution hydroalcoolique, ça s'appelle Chlorex, c'était aux Abîmes, c'était tout à l'heure, et désormais, donc, la région a accompagné cette entreprise. Peut-être avait-elle besoin. Ce qui est sûr, c'est que désormais, les bouteilles de gel alcoolique, hydroalcoolique, vont coûter 5 € partout en pharmacie et dans les supermarchés. C'est une bonne chose. On ne sait pas encore si ça va continuer. Rapidement, on va y revenir tout à l'heure avec l'interview de Madame Sylvie Gustave Duflo. Mais avant, deux petits mots sur Saint-Martin. La frontière demi-ouverte, on ne sait pas. Du côté hollandais, on veut l'ouvrir. Du côté français, toujours pas. Et ça crée une tension là-bas à Saint-Martin. Plage ouverte, c'est jeudi. Et l'IFREMER signale que dans la mer, il n'y a pas de Covid, donc nous pouvons baigner tranquillement, pas de bon problème. À partir de jeudi, c'est l'ascension, tout le monde qui est en la mer là. Et puis 2 morts aujourd'hui, pas de Covid, en Guadeloupe en tout cas. Un musicien très connu qui était en Guadeloupe, terre de blues récemment, il s'appelle Lucky Peterson, on verra sa photo et son clip à la fin de l'émission. Et Michel Piccoli, un acteur français que tout le monde connaît ici, il a joué dans Les Choses de la Vie, il a joué dans Max et les Ferrailleurs, il a joué aussi dans Vincent, Paul et François, etc. C'est un grand acteur, il était 94 ans quand même. Et puis, c'était la rentrée des écoles. Aujourd'hui, les collèges, il n'y a pas eu foule, on en parlera. Je reviens donc à la production de gel hydroalcoolique. Je vous l'ai dit, c'est une entreprise guadeloupéenne qui désormais a pris le marché, qui fera à peu près, on va dire 5000 litres par semaine, c'est déjà pas mal. On regarde un peu l'interview que m'a accordé tout à l'heure Madame Sylvie Gustave Duflo. C'est elle qui est un peu, c'est une scientifique, elle a un peu présidé et même mis en œuvre cette structure et permis la réalisation de cette opération. On regarde un peu ce qu'elle nous racontait il y a à peine 10 minutes. Le projet avait pour objectif de mettre de la solution hydroalcoolique à des prix vraiment attractifs, à la fois pour la population et pour les socioprofessionnels. Puisqu'aujourd'hui, il faut le savoir, un litre de solution hydroalcoolique, c'est 19,50 € le litre. Et ce week-end, je discutais avec des artisans qui ont acheté des bidons de 5 litres entre 69 et 75 € les 5 litres. Aujourd'hui, ils vont pouvoir acheter un bidon de 5 litres à moins de 20 €, à 19,95 €. Voilà. Donc ça permet à des sociétés de travailler, puisque la société Chlorex fait toute la production. Nous sommes approvisionnés avec de l'éthanol local, c'est-à-dire qu'on a détourné un peu d'éthanol de la fabrication du rhum pour pouvoir faire la solution hydroalcoolique. Et on remercie la CIS Bonne Mère et Michel Clavry d'avoir joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucune marge quand ils ont vendu l'éthanol, ils l'ont vendu à prix coûtant. Et enfin, nous remercions toutes les grandes surfaces qui ont voulu jouer le jeu et mettre à disposition de la population ce produit. Et il ne faut pas oublier le syndicat des pharmaciens, les 150 officines qu'on trouve sur l'ensemble de l'archipel et qui eux aussi vont pouvoir proposer cette solution à la population et surtout une distribution de proximité. Donc vous voyez, en fait, c'est toute une chaîne d'acteurs qui s'est mobilisée pour pouvoir proposer aujourd'hui un litre de solution hydroalcoolique à moins de 5 €. Mais c'est définitif ou c'est juste pour la période de Covid? Alors, nous sommes novices dans la production de solutions hydroalcooliques. On ne savait pas trop s'il fallait partir sur du long terme ou sur du ponctuel. On s'est dit, lançons une production de 90 000 litres et nous devons faire un point dans les 10 jours pour voir un petit peu comment ça se vend. Et si effectivement, ça se vend comme des petits pains, si je peux m'exprimer, on pourrait partir sur
quelque chose de beaucoup plus long. Et là aussi, il faut remercier les fonds européens qui nous ont permis de réfléchir les dispositifs européens pour pouvoir répondre à la protection de la population, tant sur la production. Voilà, Sylvie Gustave Duflo qui a été, je vous le disais, la maîtresse d'œuvre de ce projet. On revient à la Guadeloupe, puisque je vous l'ai dit, on n'avait pas quitté d'ailleurs, mais on a au téléphone Maurice Anselme, le directeur du Parc national de la Guadeloupe. Monsieur Anselme, bonjour. Bonjour, M. Jean-Boni, bonjour à la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que depuis hier, les rivières sont accessibles. Oui, voilà, les rivières sont accessibles. Il est bien sûr évident, M. Jean-Boni, qu'on pousse nos compatriotes à respecter les gestes barrières, à ne pas s'agglutiner et à faire un usage de la nature avec modération. Ce qui nous permettra un petit peu d'arriver au bout de cette problématique de virale en Guadeloupe. D'accord. Alors, Maurice Anselme, comment la période de confinement s'est déroulée pour le parc national? On a beaucoup travaillé. Ah bon, finalement, vous travaillez quand même? Ah oui, on a travaillé. M. Zandonis, on a payé les factures. D'accord. Il ne faut surtout pas qu'une crise économique vienne joindre une pandémie sanitaire. Oui. On a aussi fait les salaires des personnels. Tout de même, oui. Parce que beaucoup de Guadeloupéens, nous le savons, n'ont pas de salaire et on regarde ça de façon très pointue, parce que nous sommes Guadeloupéens et ça nous inquiète. Et en dernier lieu, nous avons assuré la surveillance du territoire qui ne pouvait pas se faire de façon en télétravail. Donc, on a travaillé, le parc a été présent. Il est bien sûr évident avec une efficacité qui est différente que d'habitude. C'est un événement nouveau pour nous. Moi, comme je dis tout le temps, je suis meilleur avant ouragan, pendant ouragan et après ouragan. La crise sanitaire, c'est nouveau pour moi. J'ai eu beaucoup à apprendre et à me remettre en question. Alors, du point de vue même de la nature, puisqu'elle était un petit peu en paix, puisque, comme on dit, pour mon Batcavine en parc là, comment aujourd'hui se situe ce parc, comment la nature a évolué pendant ces 55 jours? La nature, elle a évolué de façon vraiment favorable. On a vu en partie pour la partie marine, le rapprochement des côtes des baleines, alors que généralement elle est beaucoup plus éloignée. Il devrait y avoir normalement un retour des grands prédateurs, parce qu'il y a beaucoup moins de dérangements. Oui. On a aussi vu au niveau terrestre, des espèces que les gens, beaucoup d'habitants de Guadeloupe disent les oiseaux chantent plus. Non, les oiseaux n'ont pas pu chanter. On est en période de reproduction. Oui. Comme il n'y a pas de bruit parasite, on les a entendus mieux. C'est comme si on éteignait toutes les lumières de la Guadeloupe, on verrait beaucoup mieux les étoiles. C'est clair. C'est vrai que les distances de fuite sont moindres. On a eu des gravelots qui ont pondu sur les plages, on a eu une germination. La nature a eu enfin une paix qui nous a permis aujourd'hui de commencer à voir l'impact du confinement. Mais pour vous donner des tendances, c'est sûr que la faune, elle a été multipliée, elle a été vraiment beaucoup plus proche dans les villes, au niveau international même. On a vu du sanglier et des cerfs en pleine ville de Valence, des canards sur le périphérique parisien, des hérissons, pareil aussi du côté d'Australie, puisque nous avons des réseaux qui échangent. Ça a été profitable à la faune. Oui. Maintenant, il va falloir que l'homme en tire les conséquences et se dire, maintenant, je ne peux pas mener mon activité économique beaucoup plus en rapport avec la préservation de la ressource et notamment des espèces qui y vivent. Parce que avec le déconfinement, ça veut dire l'arrivée de visiteurs, probablement plus tard un peu de touristes. Toutes les mesures sont prises? Pour le moment, nous sommes toujours en 3 plans, jusqu'à la fin du mois de mai et après celui de juin. Vous savez, je ne vais pas tirer le plan sur la comète, mais on verra chaque chose en son temps. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on se prépare, notamment à entretenir les sentiers, à refaire les carbets, à les nettoyer, à faire du désherbage, vider les déchets éventuellement. Oui. C'est ce qu'on fera. Oui. Alors, du côté du Ouelmont, qu'est-ce qui se passe exactement? Du côté du Ouelmont, je crois qu'il y a une trace qui est descendue. Oui. Et ça a été dû aux fortes pluies. Donc c'est une fragilité. Donc le Ouelmont, la trace va être interdite le temps que le BAGM fasse les études de risque pour nous et on verra si on la contourne, si on la conforte
qu'est-ce qu'on peut faire de façon à la rendre accessible en toute sécurité pour le public. Alors, c'est la première fois que je vous reçois et je suis très content de pouvoir vous poser ce genre de questions. Ce parc national guadeloupéen, quelle est sa situation dans les parcs qui existent, que ce soit dans la Caraïbe, en Martinique ou plus près de nous? Comment il se situe de sa structure en faune et en flore? C'est un parc qui fait son travail, qui est catégorie 2 à l'UICN et qui n'a pas perdu son classement. Oui. Et aujourd'hui est liste verte, reconnue aussi par l'Union internationale de la conservation de la nature, c'est-à-dire que premièrement pour sa richesse en termes de biodiversité, mais aussi sa richesse en termes de sociodiversité et notamment par son mode de gestion, oui. Qui est très proche des populations. Ça, M. Zandrounis, au moins il y a une chose, pendant les 7 ans où j'étais directeur du parc, c'est surtout rapprocher le parc des Guadeloupéens. Comme je le dis tout le temps à mes agents, c'est nous qui vivons en bord des habitants et pas l'inverse. Oui. Donc l'approche est apportée, nous avons une confiance des élus. 76% des communes ont adhéré à la charte, ce qui veut dire que la proposition que nous avons faite de vie du territoire a plu. Donc c'est une nouvelle façon de vivre, notamment que les territoires soient liés entre eux et qu'ils soient solidaires. Oui. Donc c'est quand même relativement réjouissant et tout ça, bon, il faut le dire aussi, grâce à un conseil d'administration et à une présidence qui a su donner les lignes politiques qu'il fallait pour mener les actions. Et il y a quelques années, je me souviens, il y avait une petite polémique, certaines communes disaient que ouais, le parc Capon tout terre nous. Est-ce que cette polémique-là est terminée, achevée définitivement? Ben, moi, je ne vous cache pas que j'ai eu à le dire à certains élus, parce que quand je suis arrivé en 93, le parc était regardé un petit peu voilà, sur un appareil d'État. Il était mal vu, quoi. Il était mal vu, c'est ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'ai eu à rassurer les élus et pour leur dire que le président du parc, M. Ferdinand Goudy, le directeur de ce parc, M. Maurice Ansel, tous deux Guadeloupéens, en tant que dirigeants de ce parc, que ce soit du point de vue administratif ou politique, nous n'avions aucune vision coloniale sur le territoire des communes. Oui. Le maire reste patron chez lui. Donc maintenant, à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et c'est ce qui a prédominé, notamment leur adhésion à la charte, parce que la majeure partie des chartes, la vie du territoire que nous avons proposé, oui. Ça a été voté à l'unanimité et pas à la majorité, M. Zandrounis. Bon. C'est-à-dire que nous avons vraiment fait l'unanimité sur un projet de territoire, un projet de vie pour les Guadeloupéens et leur société. Oui. Alors, l'autre question à laquelle je souhaite avoir votre réponse, c'est l'après Maria. Il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été fracassés, le parc a beaucoup souffert. Est-ce que la nature commence à reprendre ses droits à ce niveau-là? Oui, la nature reprend ses droits. Vous avez raison de poser cette question parce que c'est souvent ce que les gens nous demandent. Qu'est-ce que vous faites au parc? Pourquoi vous ne replantez pas? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Premièrement, c'est un travail de titan parce qu'il y a des dénivelés qui sont incroyables et des traces qui sont vraiment loin à entretenir. Ça, on y travaille avec les associations et notamment les associations de randonneurs de montagne que je remercie parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à maintenir le massif aussi en état. Et en dernier lieu, les forêts tropicales sont faites pour amortir ce genre de choc. Oui. Elles sont faites, elles sont résilientes. Donc il faut laisser le temps aux choses et ne pas tout le temps se prendre pour le bon Dieu. Vous voyez, on voit à quoi ça sert. Oui. Un petit virus qu'on ne voit pas, il a mis le monde à l'envers. Oui. Donc qu'on reste à notre place et tout en sachant que la nature, même dans sa démesure, elle a ses solutions. Et en l'occurrence, il faut laisser, on arrive à une quarantaine des arbres qui sont pourris et on laisse la forêt repousser de façon normale. Alors il y a malheureusement des Guadeloupéens qui ne connaissent pas encore ce parc et toutes ses richesses. Si vous deviez inviter les Guadeloupéens à venir visiter, par où on commencerait, par où on entrerait pour visiter ce parc et vraiment se sentir dans cette nature guadeloupéenne? Le parc, il est aussi bien terrestre que marin. Oui. Vu les pentes que nous avons, on réfléchit de la montagne à la mer. Oui. La Guadeloupe est une seule. On ne peut pas gérer la mer sans gérer la terre. Tout à fait. Donc, par conséquent, nous sommes très, très vigilants un petit peu sur les activités qui sont menées, que ce soit en cœur de parc qui reste en cœur de parc marin. Oui. Ceci dit, c'est le parc des Guadeloupéens, c'est le parc pour les Guadeloupéens. Le visiter, ils sont les bienvenus. Oui. Au contraire, c'est ça qui nous rend forts. Être fort chez nous avant d'être fort ailleurs. Donc par conséquent, la pédagogie, tout le temps revenir sur les choses, de ne pas hésiter. Nous avons des journées d'animation que nous faisons qui sont un peu mises en suspens, mais où on draine quand même 70 000 visiteurs, oui. de près de 60% de Guadeloupéens. Quand on regarde le tourisme et la manne financière qu'elle amène, 40% du choix touristique de beaucoup
de touristes, c'est parce qu'il y a un parc national. Nous avons un impact, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, sur la société guadeloupéenne, qu'elle soit économique ou sociale, ou même sur le point de vue de la biodiversité. Nous avons un bon parc, et moi j'en suis vraiment fier, parce que c'est un outil aussi bien de protection que de pédagogie, que de développement pour notre archipel. Alors, il y a quelque chose que j'ignore, je pose la question. Le parc, on voit un peu sa superficie sur la partie guadeloupéenne, enfin, la partie Guadeloupe, ça veut dire toute la Basse-Terre, tout le sud, etc. Mais dans les îles de la Guadeloupe, je parle les Saintes, Désirade, Marie-Galante, quelle est la partie du parc? Est-ce que le parc gère aussi ces parties-là? Non, monsieur, non, c'est vraiment arrêté par décret, par commune, et vraiment la partie de Grande Terre et la partie continentale. Avec un cœur de parc sur 17 700 hectares, oui. à peu près, qui représente la forêt soumise au régime forestier, c'est-à-dire sur des parties qui ne sont pas habitables, oui. Sauf la vallée de la Rivière, mais surtout aussi avec une aire d'adhésion qui comporte 16 communes signataires autour, avec lesquelles on travaille, qui peuvent se prévaloir être des communes du parc. Oui. Vous savez, au départ, il y a eu une peur de ce parc, il y a certains que ça arrangeait, disant ils vont manger tout cru, Paris. Oui. Pas vrai, à la limite, un directeur guadeloupéen au parc, ce serait impensable. La preuve, c'est que c'est pensable. J'y suis. Oui. Et en dernier lieu, Marie-Galante, les Saintes et les Igades, nous avons effectivement des élus des demandes, mais là, on sort un peu du cadre dans lequel la loi nous a mis. Nous ne sommes pas un parc qui a des compétences sur les dépendances. Ça veut dire que ce ne sera jamais possible d'avoir une partie du parc, par exemple, à la Désirade, il y a une biosphère un peu particulière aussi. Mais monsieur Zandronis, moi je suis prêt à travailler dans cet esprit, notamment le développement économique et de protection de la ressource, que ce soit sur le tourisme, l'écotourisme, sur la recherche, sur la biodiversité et le reste, et sur le développement local. Et pour ça, il faudrait que j'ai des moyens. Et ça demande des moyens en nombre, mais des moyens financiers qui ne sont pas négligeables, parce que le parc, c'est 8 millions d'euros de dépenses par an pour l'État, mais c'est quand même 8 millions de recettes pour ce pays. Oui. Donc je crois que c'est un bon outil. Est-ce qu'on en veut plus? Je ne sais pas. Moi, pour le moment, je suis dans l'incapacité de sortir des limites qui me sont données par le décret. Oui. Et il me manque même du monde pour y arriver de façon satisfaisante. Donc vous voulez davantage de moyens, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Eh bien, si on doit s'occuper des archipels, de l'archipel en entier, il faudra plus de moyens financiers et humains. Oui, bien. Alors, trois autres questions sur l'importance de la faune de ce parc, parce que vous avez dit, il y a d'un côté la mer, il y a les rivières, il y a la montagne. Alors, parlons un petit peu de la faune. Qu'est-ce qu'on trouve de particulier, d'endémique à ce parc de la Guadeloupe? Mais au moins pour la partie forestière, vous trouvez le pic de Guadeloupe, c'est un endémique. Oui. C'est tout le temps ici, il y a un vrai Guadeloupéen, c'est lui. Génétiquement, il est unique au monde. Il est unique au monde. Unique au monde, c'est une espèce qu'on devrait emblématiser, c'est une espèce qu'on devrait, comment vous dire, vraiment porter sur le fond de la fierté. Oui. Mais un gros problème, l'oiseau, les gens ne l'aiment pas trop parce qu'il est de couleur sombre. Oui. Vous connaissez nos mentalités. Bien sûr. Contre, c'est unique au monde. C'est une richesse que beaucoup de pays nous veulent. Oui. On a la Paruline caféiette aussi. Mais au-delà de ça, même la biodiversité, les oiseaux et d'autres espèces sont des disséminateurs de germes, de graines. On ne pourra pas arriver sans eux. Les abeilles, c'est pareil. Si les abeilles et les oiseaux ne pollinisaient pas les fleurs et les fruits, il y en aurait eu 30% en moins. La nature, elle a sa vaillance aussi. Oui. Et aussi, moi, sur quoi je voulais être, la biodiversité est une chose, mais la sociodiversité en est une autre. Notre archipel a des particularités. Moi, c'est ce que je veux du parc de la Guadeloupe. Et recevoir des étrangers pour faire valoir l'importance et la valeur de ma différence. Oui. C'est dans ma différence qu'on doit m'aimer. Pas de me calquer un schéma dans lequel je ne suis pas à l'aise. Non, c'est faire prévaloir ma différence. Et c'est ce qui fait que la Guadeloupe est aussi une réserve de la biosphère qui est reconnue par l'UNESCO. C'est-à-dire que nous sommes patrimoine mondial de l'humanité, M. Zandronis. Oui. C'est ce qui passe. Mais on n'est pas un petit espace national confiné dans un coin, un truc à blanc, comme trop souvent on dit, c'est pas vrai. C'est tous les Guadeloupéens, dans lequel il y a aussi les Blancs. Je prie de bien vouloir m'expliquer mon propos. Il n'a pas de connotation ni raciste, ni quoi que ce soit, mais ce sont les réflexes que j'ai, moi, en tant que Guadeloupéen, et auxquels je réponds à la façon dont je réponds aujourd'hui sur Canal 10. Avant-dernière question, comment se porte notre raccoon national? Le
Macoun, il n'est pas tellement national que ça. Hein. C'est un bandit masqué qui nous vient des États-Unis, Oui. qui fait un peu peluche, qui crée des dégâts quand même dans les champs des melons. Mais il fallait le préserver. On l'a trop préservé alors en fait. Ah ben, il faudrait vraiment faire une étude là-dessus, mais je crois que bon, faut pas arriver à son éradication. Je pense qu'il a un rôle à jouer. Oui. Les anciens le connaissent aussi pour l'avoir bien dégusté en ragoût. Ah ben oui, justement. Maintenant, il est protégé, mais il faut savoir qu'il n'est pas originaire de Guadeloupe et il est arrivé avec la colonisation. Oui. Notamment, il ressemble beaucoup au postillon d'auteur américain. Tout à fait. Dernière question, c'est l'autre animal un petit peu emblématique, mais pas seulement du parc de la Guadeloupe, l'iguane. Comment il se porte? Parce que on me disait souvent qu'il y avait un iguane qui détruisait l'autre. Oui, voilà, il y a l'iguane vert et l'iguane délicatissima qu'on trouve plutôt sur les petites terres. Oui. Eh bien, l'iguane vert a tendance à avoir une expansion, maintenant on les trouve dans les grands fonds. Hein. C'est vrai qu'il va falloir un jour ou l'autre trouver une solution. Parce qu'il y en a à Désirade quand même, il y en a beaucoup à Désirade. Hein. Oui, mais c'est pas la même. Hein. L'iguane vert, celui qui est commun, c'est lui qui a tendance à faire disparaître l'autre l'iguane marron, le noir, oui. Par contre, il devient une espèce exotique envahissante. Il va falloir, comment vous dire, tenir, quoi, oui. Comme d'autres espèces végétales. Monsieur Sandroni, c'est une chose à laquelle je voulais vous dire. Allez-y. Je voulais venir sur le braconnage. Oui, justement. Nous avons été surpris, et moi, mon âge, depuis le temps que je travaille dans la nature, j'ai jamais pensé que nous aurions pu avoir des comportements pareils avec la nature. Malheureusement. Je dans les espaces protégés, jeter des déchets aux endroits où c'est interdit. Oui. Ce n'est pas flatteur pour nous, Guadeloupéens. Tout à fait. Parce que ça prend. Les gens nous écoutent, les gens nous voient. Tout de suite, dans la semaine qui suivait, les agents de terrain ont demandé à partir en police de la nature. C'est quand même dommage parce qu'on vit une crise sans précédent pour se dire qu'il faut qu'on commence à changer. Et qu'est-ce que nous pouvons donner pour changer? Eh bien, éviter la pas du gain et se comporter conformément à ce que la nature peut donner. Et surtout pas hypothéquer toute la ressource qu'elle produit en 7 mois sur 12. On n'y arrivera pas. Et la pandémie, moi j'ai ma version aussi, n'est pas étrangère aux bouleversements environnementaux qui existent, qui peuvent être contenus par la nature elle-même. Tout à fait. Qui explose aujourd'hui en grand jour. La nature a une chose, M. Zandouani. Oui. Face à nous, ce sera votre dernier mot. Oui. C'est sa démesure. Et ça, il faut la respecter. Eh bien, monsieur Anselme, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si on a le temps de voir un petit peu la soufrière. Il y a une belle vue de la soufrière. On va terminer cet entretien avec cette belle vue de notre montagne. Il paraît qu'elle est notre volcan il est en train de bouger ces jours-ci. Mais enfin, bon, ça va arriver. Mais le pays est vivant. Merci. Ça prouve qu'il est vivant, effectivement. Allez, bonne journée à vous et merci. Et merci aussi à vous, monsieur Anselme. Voilà, vue de la soufrière volcan en nous, et par là, c'est en nous, il faut nous prendre soin. Vous avez entendu, monsieur Anselme l'a dit, il est maintenant déjà 12h56, on prend la première pause, on va se retrouver tout à l'heure avec madame Kazako Garès et monsieur Johan Buss, directeur de Major Clean. On va savoir un peu de quoi il retourne, puisque justement tout à l'heure on parlait d'hydroallergique, et bien avec eux on verra un peu pour la désinfection, comment ça se passe. À tout de suite. D'avoir la liberté, d'avoir la dignité, d'avoir tout nom, c'est nom, nègre esclave révolté, yo. D'avoir la liberté, d'avoir la dignité,
Hé, vous voyez? Voilà, il est 13h02 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. Bon appétit, Joséphine Manger. Et nous, on va parler de désinfection, puisqu'on a avec nous M. Yohan Beus. Bonjour. Bonjour. De Major Clean. Alors, qu'est-ce que c'est Major Clean? Alors Major Clean, c'est une société de nettoyage industriel. Donc on fait tout type de nettoyage déjà, tout format, nettoyage de pression, entretien de gouttières, enfin tout ce qu'on a en entretien de locaux et fin de chantier. Et on est aussi spécialisé dans la désinfection. Oui. Alors, quand par exemple vous devez désinfecter en période de virus, parce que c'est ce qui est à la mode maintenant, entre guillemets, comment vous procédez? Alors on utilise un procédé qui est simple, c'est le procédé par atomisation. C'est un procédé chimique en répulseur d'air qui permet d'atteindre des zones inatteignables par la main ou des zones cul-de-but, comme on dit, qui sont dans diverses cavités et qui permettent de désinfecter des locaux sur tout ce qui est aluminium, bois et fer. Donc zones de contact qui peuvent contenir des virus, si virus présents. Et ça peut tuer le virus réellement? Oui, ça le tue vraiment parce qu'en fait, pour bien comprendre le procédé, ce sont des bactéries en gros qui tuent d'autres bactéries. Oui. Donc en fait, c'est un procédé par vapeur sèche qui permet d'envoyer des bactéries qui sont plus fortes que le contenu du virus. Donc c'est pas un produit que... C'est un produit virucide. C'est un produit virucide. C'est un produit virucide, mais en gros, pour bien expliquer ce procédé, c'est par rapport aux bactéries qu'on envoie qui sont plus fortes que ceux du virus en question, qui permettent d'annihiler toute malformation là-dessus. Alors quand vous avez fait une désinfection d'un lieu, ça peut durer pendant combien de temps? C'est-à-dire, quel est le cycle? Parce que je vois désormais avec les écoles, est-ce qu'il faut faire après chaque cours, après chaque matinée? Comment ça va s'organiser? Alors l'idéal avec des sites qui accueillent beaucoup de public, ça aurait été de faire une désinfection journalière pour quand il y a vraiment du tout venu, des clients, c'est ce qu'a préconisé l'ARS, surtout pour les magasins de vêtements. Mais les lieux où on n'a pas énormément de zones de contact et énormément de fréquentation, dès qu'on passe ce procédé, on est en gros tranquille sur une période de 1 mois quasiment. Ah, 1 mois? Oui. Quand même? Oui. Les endroits où il n'y a pas beaucoup de contact, mais pas une école par exemple. Une école, c'est variable. Au jour d'aujourd'hui, trouver le juste milieu là-dessus, on ne sait pas. C'est la première fois qu'on a fait face à cette crise sanitaire. Oui. Donc savoir s'il faut pour les écoles faire plus régulièrement que ça, on verra avec l'évolution du virus et ce qui est préconisé par l'ARS. En tout cas, nous, on se tient prêt, on a le matériel pour. S'il faut effectuer un travail tous les jours, on peut le faire tous les jours. Maintenant, c'est vraiment par rapport aux recommandations qu'on aura et l'évolution du virus. Alors, avant le virus, vous travaillez vers quoi? Quel type de chantier, entre guillemets, vous aviez? Alors, comme je vous disais, on est une société avant tout de nettoyage industriel. Donc on a beaucoup de cordes à notre arc comme toute société de nettoyage. Nettoyage haute pression, on fait aussi tout ce qui est injection, extraction, les nettoyages des canapés. Donc on était déjà dans l'aspect prévention. Vous faites les chauves-souris aussi? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Ça, on ne travaille pas là-dessus. Ni les rats? Non, ni la dératisation. C'est pas notre corps de métier. C'est un autre secteur? Oui, c'est la dératisation. C'est vraiment autre chose. C'est pas du nettoyage industriel. Le nettoyage industriel, c'est tout ce qui est vraiment fin de chantier, nettoyage, pilotage, nettoyage des zones, tout ce qui est espace vert. On a un pôle espace vert. En fait, aussi les espaces verts. Voilà, on a aussi l'espace vert. Donc, on est vraiment centralisé là-dessus. Et vraiment, la désinfection, ça rentre dans notre champ de compétences. Donc, c'est pour ça qu'on s'est spécialisé un peu mieux, qu'on s'est doté de matériel de pointure. Parce que je précise que le matériel qu'on a, on est 2 à l'avoir sur la Guadeloupe, notamment l'aéroport. Donc on est vraiment assez pointu là-dessus. Ce matériel spécialisé pour ce type de travaux? Oui, c'est une machine à atomisation, donc qui envoie de la vapeur sèche. Donc c'est une machine qui est aussi utilisée pour tout ce qui est traitement agricole sous serre. Donc ça permet d'avoir vraiment une grande zone de travail avec un volume assez conséquent. Et ça nous permet vraiment de travailler de manière optimale sur cet aspect-là des infections. Mais alors, quand vous avez fait une opération sur un lieu, on peut y revenir combien de temps après? 1h30 après. 1h30? 1h30 après, le temps que le procédé finisse d'agir. Avec masque ou sans masque? Ah non, avec masque, ce sont les protocoles qui sont instruits maintenant, même pour le commun des mortels. Mais nous, quand on a agi sur site, c'est vraiment avec un équipement professionnel, de haute pointure, avec des masques à gaz. Donc, parce que le produit qu'on envoie, il est assez nocif.
il est nocif quand même. Il est nocif s'il est utilisé par le commun des mortels. Oui. C'est vraiment quelque chose qui doit rester dans le cadre professionnel. C'est les professionnels qui doivent l'utiliser. Ça veut dire que quand vous avez fait une opération de désinfection, on doit tout de suite ouvrir les portes Oui, on a un procédé qu'on fait sur site. Donc déjà, on passe le produit une première fois, on ouvre, on referme, on envoie l'atomisation, ce qu'on appelle l'atomisation par le procédé. Et après, une fois que le produit agit, il reste canalisé et après, une heure et demie après, on peut réouvrir et accueillir du public. Et ça ne gêne pas la climatisation? Non, ça ne gêne pas. On passe sans la climatisation parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre combustible qui soit généré en même temps. Mais une fois qu'on remet la clim par la suite, ça ne gêne pas. Que ce soit même pour les restaurants ou autres, parce que le produit qu'on utilise, il n'est pas comment vous dire ça, il n'est pas nuisible pour tout ce qui est aspect alimentaire et compagnie. C'est-à-dire que même s'il tombe sur le repas, enfin ça, on l'ingère quand même. On va pas le mettre sur le repas directement. Non, je veux dire que dans une cuisine, dans le cadre d'une cuisine, quand on désinfecte et qu'on passe ce produit, il n'est pas nocif pour l'homme par la suite. Oui. Est-ce que depuis le Covid, je veux dire, le chiffre d'affaires a augmenté? Il y a plus de demandes ou bien il n'y a pas encore suffisamment? Je ne parlerai pas de chiffre d'affaires concrètement, mais en tout cas... Ou alors d'opérations, on va dire. Voilà, le nombre d'opérations a vraiment augmenté. On a une demande qui est vraiment forte parce que les gens sont sensibilisés à ça. Inhabituelle ou forte? Une demande forte parce que je pense que pour le retour au travail, les gens veulent rentrer dans des locaux sains et être dans de bonnes conditions. Donc on a surtout des sociétés privées, des administrations, des mairies, des administrés, des maires aussi qui prennent les devants pour le retour de leurs administrés et du personnel pour qu'ils retrouvent un cadre de travail, comme je vous disais, sain. Donc c'est vrai qu'on a une forte demande et qu'on travaille de manière constante. Bien. Mais écoutez, Monsieur Buss, on vous remercie de ces précisions. J'imagine que on aura l'occasion peut-être même ici, par exemple à Canal, on peut avoir besoin de vos services. Ben, je pense, c'est le but de vous compter parmi nous. Non, mais parce que là, alors justement, je vous pose la question parce qu'on est dans un studio fermé, il n'y a pas de fenêtre. Alors qu'est-ce qui se passerait si vous deviez faire une opération ici? Alors si on doit intervenir ici, ben, ce serait surtout sans la présence du personnel. Hors émission. Hors émission, parce que ça aurait été bien de vous montrer une démonstration, mais on le fera un jour. Il y a des vidéos où on a fait des publi-reportages là-dessus pour bien montrer notre procédé. Et ce serait sans personnel et on ferait d'abord une désinfection manuelle, donc de toutes les zones de contact, donc fer, alu et bois, et après passer le procédé par atomisation. Et porte fermée. Et toujours porte fermée. Et après, on ouvre la porte et le produit se disperse? Alors, le produit se disperse déjà à l'envoi, au jet lié à la vapeur sèche. Et après, il se disperse et il va surtout intégrer les zones de contact que nous, on ne voit pas. D'accord. Mais écoutez, Yohann Buss, on vous remercie d'être venu. On va passer tout de suite à l'actualité. L'actualité, ne quittez pas le studio. Oui. Je vous remercie également et je tenais à excuser aussi mon associé. Madame Garès, qui n'est pas là. Pu venir, et qui s'excuse aussi. Alors, l'actualité, c'est Air Caraïbes. Vous savez que depuis le Covid, depuis le confinement, il y avait une seule compagnie aérienne qui fonctionnait, c'était la compagnie Air France, avec des prix un petit peu particuliers, puisque tout le monde est monté au créneau pour dénoncer le fait que Air France avait augmenté de pratiquement de 150% le prix du fret aérien. Pour les billets, il y a même cette même tendance, et Air Caraïbes devrait normalement reprendre à la mi-juin. C'est ce qui avait été dit lors d'une interview que nous avions eue avec le directeur d'Air Caraïbes. Alors, semble-t-il, les travailleurs, les salariés d'Air Caraïbes sont inquiets. C'est la raison pour laquelle ce reportage de Harold Luce et de Charlie Dagonia, on regarde. Si, c'est pas le terme exact. J'aurais plutôt dit arrêter, qui correspondrait plus à la vérité. Donc actuellement, nous sommes salariés très très inquiets pour notre futur. Parce que une compagnie aérienne, il faut que ça vole. Et actuellement, nos ailes sont coupées. Nous avons 3 malheureux vols par semaine sur Saint-Martin. Nous avons des clients qui sont prêts à aller à Fort-de-France. Nous avons des équipages qui sont prêts à faire leur travail. Nous avons des équipes au sol qui sont prêts à reprendre. Et nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués pour une histoire de quatorzaine. Et ça nous désole. Ça nous désole parce qu'il faut que la compagnie reparte pour qu'on puisse continuer à être au service de la population guadeloupéenne. Il fait quand même
4-5 jours qu'on se voit régulièrement avec la direction, et nous on est prêt à voler. La direction fait le nécessaire, mais nous n'avons pas les autorisations nécessaires. Autant on peut comprendre qu'au niveau du long courrier, vu que l'Île-de-France est dans une situation particulièrement difficile, autant on peut comprendre qu'on protège notre pays, que les vols entre la Guadeloupe et l'Hexagone sont interrompus, et la Martinique également, on peut comprendre. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en Guadeloupe, nous sommes un département vert. En Martinique, nous sommes un département vert. Nous avons très peu de cas. Il faut dire la vérité, nous avons très peu de cas. Là, on est prêt. On veut reprendre le travail. On veut reprendre les vols. Rien ne nous empêche d'aller en Martinique, comme rien ne nous empêche d'aller à Saint-Martin. On y va 3 fois par semaine. Le Air Caraïbes au sein du secteur régional, on est environ 400. Donc, je ne veux pas être alarmiste de dire de machin, mais quoi que ce soit. Ce que je dis, il faut qu'on reprenne les vols pour qu'on refasse rentrer de la trésorerie dans cette entreprise, pour que les salariés reprennent confiance, pour que nos collègues reviennent faire cette compagnie-là voler, au moins sur son secteur régional dans un premier temps. Voilà, normalement, nous devrions avoir Yohan Paulin qui devrait intervenir chez nous. Pour l'instant, Silence Radio ne l'a pas. Alors, on va parler, comme chaque jour, de psychologie, puisque nous recevons chaque jour dans le ZCL un psychologue ou une psychologue. Cette fois-ci, c'est Madame Sabrina Edmond. Bonjour, Madame Sabrina Edmond. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avec vous, on va parler un petit peu. Vous travaillez en EHPAD. Alors, quels sont les effets du confinement sur la personne âgée en EHPAD, Madame Edmond? Alors, en fait, depuis, comme la France métropolitaine, depuis le mois de mars, nous avons dû mettre en confinement les résidents. Oui. Donc, ce qu'on constate surtout, c'est que le confinement a été douloureux pour eux, parce que dans un premier temps, ça a été fait de manière rapide, oui. Ce qui aura du coup engendré de l'isolement social pour eux. Et effectivement, on peut voir apparaître de la perte d'autonomie, beaucoup plus de tristesse, donc des résidents qui sont psychologiquement un peu plus affaiblis qu'en temps normal. Alors, on sait qu'en France, au Canada, un peu partout, en Allemagne, il y a eu beaucoup de décès dans les EHPAD. Chez nous, ça s'est bien passé à ce niveau-là, pas eu de décès à déplorer? Jusqu'à maintenant, touchons du bois pourvu que ça dure. Toutes les mesures barrières qui ont été mises en place ont permis d'éviter des décès de résidents dus au coronavirus. Ça veut dire que le personnel a été, comme on dit, au taquet, bien carré et a suivi toutes les mesures? Ça veut dire que le personnel a respecté toutes les mesures mises en place, que les directions ont donné les moyens de pouvoir travailler de manière correcte. Alors, et du coup, oui. de prendre en soin les résidents le mieux possible. Alors, du point de vue psychologique, quel impact ce confinement a eu sur le personnel soignant ou non soignant dans les EHPAD? Alors, la première chose, déjà, ça va être... comment dire ça? En fait, la période est stressante. C'est une période stressante d'une manière générale pour tout un chacun, de toutes les façons. Et effectivement, le personnel aura eu à jouer un double rôle. Donc le personnel est déjà soignant, c'est-à-dire qu'on fait les soins d'hygiène, mais pas que. Il ne s'agit pas de remplacer les familles, loin de là, mais effectivement avoir une écoute un peu plus attentive vis-à-vis de ces résidents où on se retrouve être la famille de substitution. Donc voilà, c'est un peu de travail supplémentaire pour les collègues, en l'occurrence, parce que tout ce qui se faisait en groupe est obligé d'être fait de façon individuelle. Mais alors, Madame Edmond, quel a été le rôle des psychologues ou de la psychologue que vous êtes vis-à-vis de ce personnel soignant ou non soignant? C'est surtout en fait le fait de devoir rassurer sans arrêt. Alors moi, avec l'aide de mes médecins coordonnateurs, bien sûr, des infirmières cadres, où on répond à leurs questions, on répond aux interrogations, parce que les résidents deviennent un peu tampons. Donc si elles vont auprès du résident avec beaucoup trop de stress et d'angoisse,
ça risque d'être communiqué et du coup des prises en charge un peu plus difficiles. Oui. Donc l'objectif c'était vraiment de rassurer tout le monde, de permettre à tout un chacun de verbaliser ses angoisses pour qu'on puisse répondre aux interrogations. Et ça se faisait sous forme de, à titre individuel ou faisiez ça en groupe? Comment ça s'organisait ce type de rencontre avec le personnel et la psy? Non, généralement c'est fait en réunion collective, donc pluridisciplinaire, donc l'ensemble des personnes qui interviennent sur l'établissement, on se réunit à plusieurs parce qu'en fait l'interrogation de Madame X peut être celle de Madame Y, donc ça permet de répondre à tout un chacun. D'accord. Et d'une manière générale, le personnel a tenu le coup. Il n'y a pas eu de, je veux dire, de, comme on dit vulgairement, de pétage de plomb. Dans les établissements, en tout cas où j'interviens, non, effectivement, tout le monde a bien tenu le coup. Les équipes se sont soudées, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'entraide, parce que même la personne qui est censée distribuer le repas, par exemple, reste pour aider à la prise du repas. La psychologue que je suis reste aussi, du coup, pour aider à la prise des repas. Et du coup, voilà, un travail d'équipe beaucoup plus soudé. Alors, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que pendant au moins près d'un mois, il n'y avait pas de possibilité de visite dans les EHPAD de la Guadeloupe, alors qu'il n'y avait pas de Covid. Comment la psychologue que vous êtes, vous avez, entre guillemets, géré cette situation? Ben après, vous savez, on utilise beaucoup toutes les nouvelles technologies. Donc, sans vouloir nommer particulièrement, WhatsApp a très bien fonctionné. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on faisait des appels vidéo avec les familles. Et étonnamment, les résidents, en tout cas, sont très attentifs, parce qu'ils regardent l'actualité, bien sûr. Oui. Donc, effectivement, sont vigilants. Voilà, vous allez rentrer dans une chambre et ils vont demander « Vous êtes lavé les mains ?» Donc, voilà. À ce point-là. Oui, tout à fait. Pas tout, bien entendu. Oui. Mais ce qui signifie qu'ils étaient conscients de ce qui se passait et ils comprenaient le pourquoi de notre démarche de confinement. Oui. Mais le fait que quotidiennement dans les médias français, on a annoncé le nombre de décès dans les EHPAD en France ou à l'étranger, ça avait une influence sur le comportement des aidants à l'intérieur des EHPAD et par rapport au travail que vous faisiez psychologiquement? Oui, bien sûr. Après, vous savez, c'est la grosse angoisse. Et si ça rentre dans notre établissement, comment on fera? Donc voilà, donc effectivement, tout le monde a toujours été très attentif. On a un protocole d'entrée dans l'établissement qui est respecté scrupuleusement par tout un chacun. Parce que très grossièrement, on ne veut pas être le premier EHPAD dans lequel pourrait avoir un résident testé positif. D'accord. Donc, globalement, pour terminer, on peut dire que l'encadrement psychologique, le soutien psychologique apporté dans les EHPAD par vous et vos autres collègues a permis de maintenir les choses en bon état? J'ose espérer que oui. Maintenant, on ne peut pas remplacer les familles. Maintenant, l'ouverture des établissements aux familles, à mon sens, à moi, est une très bonne chose. Oui. Et aujourd'hui, il s'agit de leur permettre aussi d'avoir accès aux soins kinés, aux coiffeurs, aux podologues, qui puissent retrouver une vie la plus normale possible, on dira ça comme ça. Alors, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, ce qui est valable dans les EHPAD est aussi valable pour les personnes âgées à domicile? Il est préférable de pouvoir respecter toutes ces règles, bien sûr, parce que vous savez, la personne âgée présente beaucoup de comorbidités. Et malheureusement, le Covid, si jamais ils attrapent ce virus, ils peuvent avoir potentiellement plus de difficultés à s'en sortir. Ouais. Mais je parlais aussi du point de vue psychologique. Je pense que oui. Dans mon cas, moi perso, j'ai ma grand-mère qui est toute seule chez elle et effectivement, on a dû diminuer grandement les visites. Donc, il n'était plus question que les arrière-petits-enfants aillent la voir. Oui. Et oui, je vous confirme que c'est très difficile aussi, même à domicile. Oui. Parce qu'on se sent un peu abandonné. Dans un EHPAD encore, on a beaucoup de personnel, on a d'autres résidents.
Oui. Je me dis à domicile, on n'a que son infirmier et son ménagère qui ne restent pas toute la journée. Tout à fait. À mon sens, certaines journées peuvent être très très longues. Très longue, oui. Et très angoissante aussi. Tout à fait, puisque généralement, malheureusement, les médias, ils nous diffusent beaucoup d'éléments sur le coronavirus et rien de très positif. Dernière question, Madame Edmond. Est-ce que le déconfinement a fait baisser l'angoisse, l'anxiété, ou alors, au contraire, augmenter? Alors, nous, on ne parle pas encore de déconfinement en EHPAD, hein. Donc les familles peuvent accéder sous certaines conditions, mais ne vont pas encore dans les chambres, Les résidents sont encore confinés en chambre, il n'y a pas encore d'animation en groupe, il n'y a pas encore de repas en groupe. Donc chez nous, on leur permet juste d'avoir la possibilité de voir leur famille, mais des visites encadrées. Donc c'est pas encore le Noël au mois de mai? C'est pas encore le Noël au mois de mai. Mais ceci étant dit, j'ai une de mes résidentes qui a vu son fils et qui me l'a dit. Sabrina, aujourd'hui, c'est le Noël au mois de mai. Donc, il fallait bien commencer par quelque chose. Bien sûr. Bien écoutez, Madame Edmond, vous remercie pour votre interview et les impressions que vous nous avez données. Puis on espère, comme vous le dites, qu'on va continuer à toucher du bois d'ébène de manière à ce que il se passe rien de grave dans les EHPAD. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Je vous remercie à vous aussi. Moi aussi, je vous remercie. Voilà, 13h23, on prend la dernière pause avant la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, ce sera Eda Misso avec Jean-Luc Divial qui est déjà là. À tout de suite. « 13h30 et comme chaque lundi, on se retrouve avec Jean-Luc pour Eda Misso. Beauté. Beauté Nayo. Générique tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui, on continue notre recherche à partir de la main, de la feuille. Et cette fois-ci, on va dans quelle direction? Alors, c'est une petite enquête. Je ne veux pas déflorer très tôt le sujet, mais en fait, ça touche toujours les aspects de la main, de la feuille, pour voir comment, à partir des éléments du corps humain, toute une grammaire, toute une philosophie se déploie. Donc, on va commencer. Oui, voilà. Envoyer la musique. Donc, nous partons à la recherche d'un mot et des dessous de ce mot. Donc, la première chose qu'on va dire, c'est qu'il existe un lien entre la parole et le bâton. Ça peut paraître extraordinaire, mais il y a un lien entre la parole et le bâton, et vous allez voir que ça touche des aspects de notre modernité. Déjà, on va dire que le rythme est la mère des paroles. Et donc, ce rythme que produisent les femmes en pilant les céréales est comme une parole qui est tissée. C'est pourquoi le rythme passe pour le verbe divin dans certaines cosmogonies. Et donc, ce rythme-là est une parole. Donc, vous voyez que le bâton, le pilon, le manche du pilon, comme on dit chez nous, est lié à la notion de parole. Et on va voir comment cela se déploie à travers les images qui vont suivre. Et je profite, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, voilà le fameux manche du pilon. Et vous allez voir qu'en zoulou, on dit itonga bâton, en pongwe on dira ntongo bâton, en douma ntungu bâton, en kirikou ntondo bâton, et petite cerise sur le gâteau, en louba louloua on dit kanyasu pour dire le bâton, et nous on dit kanye pour dire arké. Ça veut dire que avoir les jambes en forme de canne en fait. Arké. Bon, nous continuons pour vous montrer qu'il y a effectivement un lien entre le bâton et cette notion de parole, parce que le Togokan, qui est une langue dogon, dira Tingé pour dire la parole, le Sango dira Yanga pour dire la langue, et en Kikongo, on dira Ndinga pour dire la langue. Voilà. Donc, vous allez voir que dans la modernité, eh bien, le magicien, il associe toujours la parole à un bâton, une baguette magique. Donc, vous voyez que ces aspects sont repris dans notre modernité. Et on peut même aller un petit peu plus loin, si vous voulez, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la main qui détient le bâton a la parole, elle a voix au chapitre. D'accord? Ensuite, on peut dire que la main qui détient le bâton détient le pouvoir. Donc, ça touche à le bâton maréchal. Voilà, comme ça touche l'organisation sociale. Donc, celui qui reçoit le bâton de pouvoir des mains du roi est investi de son pouvoir. Donc,
les choses sont extrêmement codifiées et à partir du moment où on voit quelqu'un se balader dans la civilisation égyptienne avec ce bâton, eh bien, c'est un fonctionnaire, c'est un cadre de l'administration. Et voilà, vous voyez, l'homme avec ce bâton, c'est un contrôleur, c'est un administrateur, c'est c'est un fonctionnaire d'État. Voilà. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le bâton joue un rôle important, puisque en fait, c'est ça qui donne tout pouvoir de défendre vraiment les couleurs de son pays, les couleurs de son équipe. Et voilà, l'athlète qui perd le témoin est disqualifié, il perd tout pouvoir de défendre les chances de son équipe. Je fais un petit clin d'œil quand même à Harry Méfond, qui connaît bien ces aspects, et dont c'était l'anniversaire hier. Ensuite, donc, vous voyez que cette notion est toujours valable. Donc, le bâton de fonction que vous voyez sous vos yeux signifie aussi chef, diriger, être puissant. Le sceptre aussi. Oui, c'est la notion. Le sceptre entre dans cette catégorie. J'ai dit un bâton, mais en fait, c'est un bâton de pouvoir. Parce que donc le sceptre, c'est un bâton de pouvoir. le mot mabba au bâton, c'est un terme assez violent aussi. Oui, c'est clair, même chez nous. Vous voyez, ici, le bâton de maréchal, eh bien, c'est dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment cela. C'est l'insigne du pouvoir. Et il est remis au chef qui a mené la bataille à la tête de son armée. Voilà pourquoi le général de Gaulle n'a pas été élevé au grade de maréchal. Et donc, vous voyez que dans l'Égypte, eh bien, le roi a son sceptre et sa massue, mais le noble aussi, et le conducteur des travaux qui porte un sceptre qui a les couleurs de son chef, ou du roi, ou du noble, eh bien, à partir du moment où il intervient sur quelque part, eh bien, il est reconnu en tant que détenteur de ce pouvoir. La société est bien organisée, ça signifie cela, et on voit que c'est ici là que prend naissance la notion de fonction publique. Donc, notre bâton signifie chef, diriger, être puissant, et il suffit que la main porte ce sceptre pour vouloir dire gouverner, apporter. Voyez? Et la racine translittérée, c'est kérep. En fait, c'est le mot capitaine. En fait, c'est la racine du mot capitaine. Le capitaine, c'est un chef. Voilà. Bon, donc le bras et la main disent le pouvoir. Et donc, l'avant-bras, la main, signifie aussi la province, la région, c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir d'administrer, le laman par exemple, comme on dit par exemple en Afrique, lamine. Ce sont des fonctions royales. Donc ici, on va voir comment on translittère la main, le bras, la coudée. Donc on voit qu'il y a deux translittérations, soit on dit maka ou soit on dit mbaka. D'accord? Donc on a soit mkaba ou soit Mbaka. On a vu Kaba la dernière fois pour désigner la main, vous voyez? Donc le nom de la main a quelque chose à voir avec le nom du pouvoir. Donc le bras, la main, le fouet ont un lien d'homophonie, forcément. Et nous allons le voir, parce que pour dire la main en Gaza, on va dire Mboko, main. En Lingala, Liboko, main, bras. En Kinyawanda, Kuboko, main. En Kikongo, Moko, main. En Sango, Maboko, main, bras. On va dire Maboko na Maboko, ça veut dire la main dans la main. Mpoto, Mboko, main. D'accord? Et on va voir qu'il y a un lien d'homonymie et d'homophonie avec le mot pour désigner le fouet qui entre dans la composition justement de ce mot. Et c'est la raison fondamentale pourquoi on a associé ces deux éléments. C'est parce qu'il y a ce lien d'homophonie et qui permet vraiment d'identifier la racine commune aux deux et qui permet de savoir effectivement quel est le mot. Vous voyez ici que le nom du fouet c'est Kiboko, donc toujours la même racine Boko. En Yoruba, Koboko, fouet. En Kinyawanda, Kuboko, c'est le même mot pour dire la main et le fouet. En Chiluba par exemple, on dira Mukaba pour dire le fouet. Donc voilà, nous avons vérifié qu'il y a bien ce lien d'homophonie entre les deux éléments. Et maintenant, je vais arriver à mon élément fondamental, le contrôleur, l'administrateur, l'homme qui détient un pouvoir. Eh bien, en Ashanti, on dira Mbake, pour dire la personne investie de pouvoir. En Pulaar, Mbouaka,
pouvoir. En wolof, Mak, le notable protecteur. En égyptien ancien, Mak, le notable protecteur, l'homme de pouvoir. En Bambara, Maké, le nanti, le maître. En Pongwe, Maké, le maître, le nanti. Et chez nous, on va dire le Mako, mais au sens de l'homme qui est nanti, qui a des moyens et qui utilise ses moyens pour avoir les faveurs des femmes, même si parfois il n'est pas toujours payé de retour. Donc voilà, ça en finit par être un terme péjoratif. Le Mako de quelqu'un, c'est quelqu'un qui paye mais qui n'est pas payé de retour. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de cohérence au niveau des langues africaines anciennes et modernes et à laquelle nous ne nous échappons pas parce que notre vocabulaire sollicite les mêmes éléments. Donc, on va arriver à autre chose et voir qu'il se passe un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que, bon voilà, ma question, à quoi veut-on venir pour introduire ce sujet? Eh bien, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, on est dans la notion de hiérarchie. Mais au contact des Arabes et des Européens, le sens attribué au mot mak, mbak, va glisser, va changer. Pourquoi il va changer? Pourquoi il va glisser? Parce que l'Afrique a perdu son pouvoir administratif et militaire sur son territoire. Elle subit les affres d'un système fondé sur la prédation, la violence et la déshumanisation. Et ceci va se ressentir parce que ces mots-là vont se charger d'un sens nouveau. Et celui qui détient le pouvoir revient à désigner le colon, l'esclavagiste et le tortionnaire. Et nous allons le vérifier au niveau du vocabulaire. Avec l'image qui va s'afficher dans quelques instants, vous allez voir à quel aspect on arrive. Donc, Mbaké, personne investie d'un pouvoir en Ashanti, mais regardez, en Wolof, Mbokoul, être mauvais, être méchant. Ensuite, la notion d'accaparement en Kikbembe, Kubaka, obtenir, avoir, posséder, se procurer. Donc, on voit que ces sens apparaissent. Ensuite, en Bambara, Maké devient propriétaire d'esclaves. En Polsi, qui est la Côte d'Ivoire, Baken, maître d'esclaves. En Chiluba, Mbashi, maître d'un esclave. Donc, 3 points d'interrogation. Eh bien, quel sens donner au mot béké? Voilà, les dessous du mot béké. Donc, la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ce terme? Est-ce qu'on le popularise ou bien qu'est-ce que... On a une réflexion profonde sur le sens à donner. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit cela? Est-ce qu'on reconnaît les autres comme des êtres humains à part entière, au même titre que nous-mêmes, ou est-ce qu'on considère inconsciemment, continue à les considérer comme des propriétaires, nos propriétaires ou nos maîtres et tout. Donc ça veut dire que c'est une réflexion qui est soumise à chacun, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce mot, puisqu'on sait que maintenant il est sacrément popularisé chez nous, alors que ce n'était pas le cas avant. Mais en tout cas, il faut réfléchir au sens qu'on donne au mot si on veut vivre dans une société qui est plus équilibrée. Donc, conclusion, l'étude de ce thème de la main est fondamentale. Il devrait conduire à un cours entier dans notre langue. Vous avez vu qu'on a de quoi faire 2 heures et plus. Voilà. Et chaque fois, c'est un aspect différent. Et on voit qu'on touche à des aspects de la société, de la culture, de la grammaire, de l'étymologie. Donc, ce qui démontre que notre langue est extrêmement riche. Voilà. Et nous n'avons pas tout dit. C'est ça le plus intéressant, c'est qu'on n'a pas tout dit. Donc, c'était un peu tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur ce thème. La semaine prochaine, on attaquera avec un thème nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci Mbouté. Jean-Luc, je rappelle qu'on a reçu tout à l'heure en début de ZCL Maurice, ancien le directeur du parc, qui vous recommande encore aux Guadeloupéens qui vont visiter le parc parce qu'il va être réouvert progressivement. Depuis hier, les rivières sont ouvertes, mais on leur a dit, attention, pas bousculer, pas braconner surtout, ne détruisez pas ce parc qui est une richesse de la Guadeloupe. On a reçu quelqu'un, M. Bus, Yohan Bus, de Majorcune, qui expliquait un peu comment on faisait la désinfection. Et puis Jean-Luc Divial, tout à l'heure avec lui, on a fait encore un tour sur les questions liées à notre langue. Et cette fois-ci, on est arrivé, on s'est arrêté sur le terme béké, mais on pose la question justement, parce que c'est un thème qui est beaucoup utilisé en Martinique et moins en Guadeloupe, et qui arrive
arriver. Il faudra qu'un jour on arrive à vraiment à partir du MB, savoir d'où vient le mot béquet. 2 mots sur quand même, on a le temps, il est 13h42, on a le temps de revenir à l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est encore cette ISP informatique. C'est une entreprise qui innove beaucoup. On va voir un peu du fond ce que propose ISP Informatique, son reportage avec Harold Luce et aussi notre ami Charlie Dagouyan. On regarde. Juste avant la reprise du 11 mai, on a mis en place une distanciation sociale et physique au niveau de l'accueil. On a déplacé les bureaux pour recevoir nos clients. On a aussi préparé une forme de protection pour l'accueil afin que les clients et notre personnel soient protégés. Voilà. On a aussi proposé au personnel des kits anti-Covid, on les a appelés comme ça, puisque à leur retour le 11 mai, on leur a remis des kits avec visière, masque, gel hydroalcoolique, savon, enfin tout ce qui va bien, pour assurer leur protection et la protection de nos clients. Si oui, effectivement, pu acquérir ceci, ils ont appelé ça un grabber, mais en gros qui permet simplement d'ouvrir une porte sans toucher, puisque bon, on sait que ce sont des vecteurs de contamination, bien qu'ils soient désinfectés régulièrement, et aussi de saisir les codes, soit les codes de carte bancaire ou les digicodes pour ouvrir des portes. Nous avons des salles de formation et de location sur lesquelles initialement on pouvait accueillir 2 fois plus de personnes. Là on a pensé l'organisation en quinconce avec la distance de entre 1,50 m et 1,80 m entre les tables et les personnes pour permettre un bon accueil en toute sécurité. Nos collaborateurs qui ont vu que au 11 mai ils avaient des bureaux qui avaient été déplacés, là aussi là où par exemple on avait 3 personnes, on a mis plus que 2 personnes avec la distance qui permet de limiter les échanges. Tout simplement. Aussi, on a mis en place des mesures fermes à l'intérieur d'ISP Informatique, notamment autour de la circulation. Il est interdit de se déplacer sans visière ou masque, parce que je pense que si on commence déjà par nous, ensuite ce sera plus facile de l'expliquer aux clients et les clients à leur famille, etc. Toujours en respect des préconisations formulées par le gouvernement et les autorités, nous avons une collègue qui nous appelle sur nos téléphones en nous demandant d'éteindre les clims et d'ouvrir nos fenêtres pour permettre une aération pendant un quart d'heure justement. Donc une fois que c'est fini, elle nous rappelle, c'est bon, vous pouvez reprendre votre clim et fermer les fenêtres. Voilà. Donc ça aussi c'est important, le renouvellement de l'air, et on s'attelle à vraiment respecter ces mesures conseillées en tout cas. Oui, comme on dit, un brainstorming. On a pris le temps effectivement de penser protection, de penser sécurité, et voilà, on a mis en place un maximum de choses, et je pense que ce soit notre personnel ou nos clients, ils le voient bien et en sont satisfaits, et on espère aussi inspirer d'autres personnes pour mettre en place ces mesures de sécurité pour les personnes, les biens, voilà. Du moins, je me sens en sécurité. C'est-à-dire que les adaptations qui ont été faites sont, dans mon sens, on va dire, très bien réfléchies, très bien faites, on va dire. Donc, je me sens plutôt bien. Oui. S'il n'y a pas de mal, on va dire, justement, à s'adapter, parce qu'en fait, c'est pour notre sécurité à nous, également pour les autres personnes qui côtoient justement l'espace. Est-ce que tu laisseras quelqu'un toucher ta machine ? Non. Parce que justement, en fait, l'une des pratiques qu'on fait, c'est que tout ce qui est élément commun, en fait, on fait en sorte que chacun ait ses propres équipements et pas qu'une personne utilise les mêmes équipements qu'une autre personne, pour justement éviter les périphériques de contact, on va dire. Du monde.
Voilà, on revient à l'actualité. Alors d'abord, rappelez que nous avons reçu Madame Sabrina Edmond, psychologue, qui est psychologue en EHPAD. Et je rappelle, pour les gens qui sont intéressés, puisqu'il y a un numéro spécial riposte sur cette plateforme CUMP. Alors c'est le 0590 99 14 74. 0599 99 14 74. Et le site internet www.allopsy avec un Y à la fin 97 si vous êtes intéressé. Sinon, je vous l'ai dit en début d'émission, 2 disparitions aujourd'hui dans le monde artistique. D'abord, cet acteur français d'origine italienne qu'on connaît bien en France, je vais parler de Michel Piccoli, qui est qu'on a vu dans une foultitude de films. On va se donner quelques-uns. Les choses de la vie, Le mépris de Max avec Godard, Max et les ferrailleurs, Les choses de la vie, Vincent Paul et les autres, Le charme discret de la bourgeoisie. Enfin bref, ça a été un grand acteur. Il avait 94 ans, il s'est éteint aujourd'hui. Et puis ce musicien d'origine américaine, Peterson, oui, effectivement, lui aussi, le Keith Peterson, jazzman, soulman, bluesman, qui était au dernier Terre de Blues. D'ailleurs, on va voir une petite vidéo où il interprète un morceau, l'un de ses morceaux fétiches. On regarde le Keith Peterson et on se quitte là-dessus. Here's the blues, y'all. The world is in a tango. Everybody's singing their own song. The world is messed up over yonder, and it won't be here long. I'm gonna build myself a cave. I'm gonna move underground. Well, I'm gonna go to the army, darling, 'cause there won't be no more reds hanging around. I got myself a personary man and a cash tattoo. I begin to worry till I don't know what to do. I'm gonna build myself a cave. I'm gonna move underground. Oh, I'm gonna go to the army, darling. Voilà, c'était le Keith Peterson, décédé à l'âge de 55 ans. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 13h51 dans le ZCL News. On se retrouve demain à la même heure, avec la même équipe. Et on remercie donc tous ceux qui collaborent à la réalisation et à la logistique du ZCL. Aujourd'hui, la réalisation a été assurée par notre ami Zébris et la logistique par notre ami Naïla. Voilà, c'est fini, à demain.
Thank you.